Les Togolais sont-ils heureux? Comment accéder au bonheur? C'est la question qui nous attend dans cette deuxième partie. Nous sommes toujours avec le père Afogno et cette émission, je rappelle, est co-animée par Isidore Kouanou, il est le rédacteur en chef. Et mon père, dans la première partie, nous développions une idée, c'est-à-dire sur le statut des Togolais. Est-ce que les Togolais sont heureux? Et que répondez-vous à cette question? Est-ce que les Togolais sont heureux aujourd'hui? Je dois dire comme prêtre que ce que moi je rencontre régulièrement, dont des jeunes, même des jeunes étudiants, et des femmes, des familles, les gens ont beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts, comme on le dit. Vous savez, si on veut avoir le cœur ouvert, on a tellement de Togolais à gérer, excusez-moi, comme des cas sociaux. Maintenant, est-ce que j'ai des études ou des indices? Je crois que si on cherche, on va trouver. Et moi, je me réfère simplement, je ne suis pas spécialiste de la question, mais du rapport sur le bonheur mondial, World Happiness Report, qui place le Togo tout dernièrement au rang des pays où vraiment le bonheur n'est pas encore une réalité, puisque ils vont organiser le bonheur autour des éléments comme le PIB par habitant, le soutien social, l'espérance de vie, la générosité, l'absence de corruption et de la liberté sociale. On dit que le Danemark est à la tête et que le Togo figure au 155e rang. Voilà. Mais le Togo n'est pas le seul pays, hein. C'est pour dire que de façon générale, en Afrique, la situation, en Afrique noire, la situation des pays sont telles que la pauvreté est réelle. Mais puisque la question concerne le Togo, je crois que beaucoup de Togolais, il faut encore aller creuser, chercher des études, et vous êtes journaliste, vous êtes plus indiqué à faire ce travail. Moi, comme pasteur, je pars simplement du lieu pastoral, c'est-à-dire ceux que je rencontre dans une journée et qui peuvent te demander jusqu'à un verre d'eau, jusqu'à un bout de pain. Je prends Dieu à témoin, le nombre de textos où un jeune t'écrit en disant « Mon père, vraiment, je n'ai rien à manger, est-ce que vous pouvez m'aider ?» C'est fréquent sur mon téléphone. Si on sait les vérifier à travers des systèmes de vérification de nos téléphones, on peut trouver que je dis quelque chose d'important. Cela dit, nous ne sommes pas non plus dans l'utopie de faire croire aux Togolais que par une baguette magique, on peut faire en sorte que la majorité des Togolais puissent être dans le bonheur. Mais il faudrait que ça devienne quand même la vision. Parce que quand on regarde notre pays et le fonctionnement surtout des acteurs politiques qui ont la mission vraiment d'être des leaders et qui permettent vraiment cette mobilisation vers le bonheur, on a l'impression que les questions qui se posent, c'est plutôt comment rester le maximum possible au pouvoir, comment s'organiser à tout prix pour accéder au pouvoir. Et en dehors de ces deux questions, c'est comme si tout le reste vient après. Une fois qu'on a trouvé des réponses à ça, on passe à comment maintenir la sécurité. Et ce n'est qu'après qu'arrivent les questions fondamentales de l'éducation, de la santé, des infrastructures, du vivre ensemble et de cet épanouissement. Moi, je continue de dire que beaucoup de nos jeunes sont prêts à quitter le pays. Le nombre qui sont à vouloir tout vendre, y compris leur héritage, pour quitter le Togo, c'est impressionnant. Le nombre de jeunes à qui nous disons en accompagnement, mon fils ne part pas, essaie, mais il te répond, mon père, ce pays de merde, ça suffit. Je m'excuse, mais je ne peux plus t'écouter. À la première occasion, je pars. Alors, quand des jeunes d'un pays réfléchissent comme ça, c'est que quelque part, on ne dit pas un bonheur où ils sont tous au lit, on leur apporte sur des plateaux, des omelettes, mais que les conditions ne sont pas créées
pour qu'ils puissent croire en eux-mêmes, faire de l'émulation et se dire nous sommes capables de nous en sortir. Ils se disent nous sommes dans des conditionnements qui méritent de sortir nécessairement du pays avant de réaliser son bonheur. Et donc pour moi c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Et quand on ajoute à ça le fait que une certaine misère anthropologique, c'est-à-dire cette déception de la jeunesse qui semble être continuelle, quand on ajoute ce paramètre, je ne suis pas prophète du malheur, mais nous pouvons nous exposer facilement à des situations qui vont aggraver notre désir de sortir ce pays de la crise. Je le dis pourquoi? Parce qu'un jeune qui est déçu, même s'il est intellectuellement compétent, même s'il a toutes les compétences, c'est un jeune qui facilement peut, parce que déçu, prendre des chemins qui ne conduisent pas à la paix. On l'a vu ailleurs, hein? Les jeunes qui se sont radicalisés, les jeunes qui optent pour la violence dans le monde, on ne trouve pas mieux des universitaires, on ne trouve pas mieux des jeunes qui ont même leur emploi quelque part. Mais à un moment donné, ils se disent c'est trop de misère, c'est trop d'injustice, et du coup, ils prennent des chemins qui plutôt compliquent la situation. Donc, ayons comme vision la recherche ou le travail pour le bonheur du plus grand nombre de Togolais. Oui, mon père, le constat est fait. Maintenant, la question reste, que devons-nous faire? Et vous avez posé cette question, vous avez l'impression d'avoir trouvé au moins des solutions. Bon. Et quand on lit bien votre déclaration préliminaire, vous semblez trouver la solution à cette question. Nous, si nous disons que nous avons trouvé la solution, nous serons exactement comme certains acteurs de la vie sociopolitique qui promettent le ciel et la terre, alors qu'en réalité, il est difficile d'avoir entre les mains le ciel. Et voilà, donc nous n'avons pas trouvé des solutions. Nous avons identifié des pistes pour que nos actions puissent être mobilisées. Et donc, de ces pistes, il faut dire que pour nous, il est capital d'enlever des obstacles. C'est ce que nous avons dit. Si nous voulions travailler cette vision du bonheur pour le grand nombre des Togolais, il faut enlever des obstacles. Et ces obstacles, nous les avons indiqués. Ce que nous appelons les oppositions artificielles. Chez nous, il y en a tellement. Ethnie contre ethnie, nord contre sud. Le nord du Togo, c'est où? Quand je suis en Ngotchin, je suis au nord de Thiévié. Oui. Ou bien. Oui, et Thiévié est au nord du Togo. Dapaon et Kara est au sud de Dapaon. Bon, il y a ces oppositions artificielles et armées contre civils, partis politiques contre société civile, comme s'il y avait deux peuples togolais distincts, ainsi de suite. Donc, il faut enlever les oppositions artificielles, mais il faut aussi changer de mentalité, de regard sur l'autre. L'actualité nous rappelle ça. Il faut voir combien les gens, pour un oui ou un non, sont capables d'aller dans les médias et puis de dire ce qui leur passe par la tête sans retenue, sans discernement, sans respect à l'endroit de telle ou telle autre personne. Et les gens ne se posent même pas la question quel modèle nous laissons pour les plus jeunes. Parce que tous ces plus jeunes qui nous écoutent sur les médias, est-ce que nos propos arrivent à les édifier ou plutôt à les dénaturer et à leur faire croire que dans une nation, dès qu'on a accès à l'antenne, on peut insulter l'autre, on peut dire ce qu'on veut sur lui. Donc il faut qu'on puisse changer de regard. Et l'autre obstacle pour nous, c'est d'avoir des rencontres et des échanges multiformes qui vont permettre de dépasser les a priori, les barrières. On a trop de préjugés les uns sur les autres. Du coup, il y a beaucoup de méfiance. Or, pour bâtir ensemble, il faut nécessairement rationaliser les préjugés et non les instrumentaliser. Nous avons aussi souhaité que l'on puisse poser un fondement véritablement républicain à notre vivre ensemble. Pour cela, nous avons souhaité, par exemple, qu'au niveau de la justice, il y ait les états généraux
pour que la justice soit véritablement le substrat de la paix sociale. Vous savez, beaucoup de Togolais ne croient plus à notre justice. Il nous arrive même de rencontrer en privé des juges qui vous disent « Ah, mon père, on ne peut pas faire autrement, hein, sinon toi-même tu es en danger. » Donc quand le juge est à ce niveau, quand certains magistrats sont à ce niveau, nous pensons qu'il faudrait redonner à la justice vraiment sa valeur de celui qui réalise la paix sociale en sanctionnant et en faisant la promotion du droit. Nous avons aussi trouvé qu'il est important d'organiser ce que nous appelons des journées main tendue à notre armée. Ça voudrait dire que nous devons penser à des rencontres de mutualisation. Parce que nos frères militaires, gendarmes et policiers, ce sont nos frères et sœurs. Ils viennent de la société togolaise. Ils viennent de nos familles. Ils ne sont pas nos ennemis. Mais l'histoire du pays a été telle que, franchement, quand on parle de militaires, le Togolais commence à se dire « Est-ce qu'il ne va pas m'attaquer ?» alors que beaucoup de nos frères et sœurs de l'armée consentent à de grands sacrifices pour notre sécurité. Mais des actes posés dans l'histoire du pays sont tels que, on dirait que naturellement, quand le Togolais voit le militaire, il se dit « Ah, est-ce qu'ils ne vont pas encore tabasser ?» Et ça, c'est ancré en nous. Hein. Moi-même qui vous parle, une fois, j'étais à Genève, et puis dans le train, j'étais entré dans un wagon avec un ami suisse, et il y avait les jeunes Suisses qui revenaient du service militaire qui est encore obligatoire en Suisse. Quand j'ai vu les tenues et tout ce qu'ils avaient, j'étais entré, j'ai dû frémir un peu. Mon ami m'a posé après la question, je lui ai rien dit, mais dans notre inconscient, il y a quelque chose. Du moment où il y a des hommes en tenue qui sont ensemble et qui sont en groupe, on se dit, ah, est-ce qu'ils ne vont pas s'attaquer à nous? Donc il faut qu'on travaille tout ça et que le militaire, aussi en voyant des citoyens qui s'attroupent, ne puisse pas dire, ah, est-ce qu'ils ne vont pas encore nous déranger? Et le militaire aussi dit, qui passe aussi dans un quartier, ils sont deux, trois, on va dire, ah, les voilà, ils viennent encore nous tabasser. Donc nous avons appelé ça écarter les obstacles. Oui, mon frère, est-ce que, après tout ce que vous venez de d'énumérer, ce que vous avez ressorti au cours de ce forum, avez-vous l'impression d'avoir des oreilles attentives à votre cri? Mais nous croyons que l'autorité politique en général et ceux qui ont la lourde mission de gouverner nos populations, ils ont aussi la lourde responsabilité de nous écouter. Vous savez, il y a plusieurs marques quand on parle de démocratie. Et parmi les marques, il y a ce qu'on appelle la prise en compte de l'opinion publique. Quand on veut gouverner un peuple, ou quand on gouverne déjà ce peuple, bref, quand on veut être acteur politique dans une démocratie, il faut nécessairement écouter l'opinion. Parce que c'est dans l'opinion qu'on trouve la volonté du peuple. Puisque dans l'opinion, il y a des expressions de chaque citoyen, mais il y a aussi l'expression, par exemple, des journalistes, il y a l'expression des leaders d'opinion, il y a l'expression des universitaires, des religieux, ainsi de suite. Donc nous pensons qu'il y a des oreilles qui nous écoutent. Nous pensons que le changement va advenir, mais il faut d'abord que nos cœurs et nos intelligences puissent épouser ce que nous sommes en train de partager et qui relève de la volonté du peuple. Voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'il faut aussi, une fois qu'on a enlevé les obstacles, ce n'est pas un travail à faire l'un après l'autre. Ce sont des dimensions d'un travail d'ensemble. Une fois que nous arrivons à faire ça, il faut arriver à mettre en place le cadre qui va justement permettre d'arriver au bonheur pour tous. Et pour ça, nous avons souhaité qu'on puisse rassembler les conditions nécessaires pour que nous puissions travailler ensemble. Et parmi ces conditions, nous avons nommé les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Nous avons souhaité qu'on puisse vraiment respecter la vérité des urnes. Et pour respecter la vérité des urnes, il faut d'abord
organiser des élections qui sont crédibles, transparentes et consensuelles et éviter, nous l'avons mis noir sur blanc, refuser toute chasse aux sorcières et tout acte de vengeance contre des fils et filles du Togo. Et dans tout ça, le préalable, c'est que l'on puisse libérer nos frères et sœurs qui sont encore en prison, soit parce qu'ils ont fait des manifestations, soit parce qu'ils ont eu à prendre des attitudes politiques. Cela est très important pour l'apaisement social et la feuille de route en avait parlé. Et ce sont là vos recommandations. Dans ces recommandations, vous aviez dit « Nous nous engageons à participer au processus électoral à tous les niveaux avec des réformes comme préalable ». Cette phrase prête à confusion. Est-ce que Espérance pour le Togo va soutenir un candidat ou bien l'Espérance pour le Togo va envoyer des candidats pour les prochaines échéances électorales? Non, ni l'un ni l'autre. Les gens se trompent vraiment sur l'identité de notre mouvement. Malheureusement, certains de vos confrères, par le passé, ont fait croire que le mouvement des forces vive Espérance pour le Togo, c'est un parti politique qui est en gestation. C'est archi faux. Nous sommes une organisation de la société civile. Nous n'avons pas de candidats. Nous allons plutôt attendre pour voir des programmes. Et quand il y aura des programmes qui vont épouser nos convictions, notre vision que nous venons de dégager, alors nous pourrons exhorter les Togolais à aller vers tel type de programme, mais pas vers une personne, parce qu'il revient à chaque Togolais de choisir librement dans les urnes qui il veut. Il ne faudrait pas qu'on puisse penser que nous avons un candidat sous la table, qu'on pense que le père Afognon peut être candidat. Tout ça, ce sont des illusions. Nous nous engageons pour deux actions. D'abord, la veille citoyenne. Nous voudrions veiller à ce que dans notre pays, ce qui s'organise puisse s'organiser en faveur de tous les fils et filles du pays et que dans la mesure du possible, dans l'unité, nous puissions servir notre pays comme dit notre hymne national. Et cela dit, nous voudrions aussi rassurer que nous voudrions faire ce qu'on appelle l'éveil citoyen. C'est pour ça que dans les jours qui viennent, si Dieu nous donne la santé et les forces nécessaires, nous irons sur le terrain pour parler aux Togolais, pour aider les Togolais vraiment à comprendre les enjeux qui attendent, afin qu'en toute responsabilité, chacun puisse opter à poser des actes qui vont nous permettre d'aller vers un Togo nouveau, où on cherche véritablement et non théoriquement le bonheur de tous les citoyens et citoyennes. Oui, parlons justement du bonheur, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et il ne faut pas que les Togolais mettent leur confiance en une personne, en une personnalité pour retrouver ce bonheur. Mais à un moment donné de l'histoire politique du Togo, le peuple togolais avait fait confiance à une entité, je vais parler de la coalition des 14 partis de l'opposition, la C14, qui est aujourd'hui en lambeaux. Quel commentaire faites-vous de cette situation? Je ne ferai pas véritablement de commentaires politiques parce que je ne le suis pas. Et quand la C14 allait se coaliser, je n'étais pas là. Quand ils ont décidé de se disloquer, je n'étais pas là non plus. Encore moins le mouvement que je représente. Ce sont des responsables et je crois que s'ils prennent des décisions, il faut qu'ils l'assument. Et moi, c'est l'occasion pour dire à nous, population du Togo, que nous devons arrêter de faire des hommes ou des institutions des absolus. Je le dis, je le redis, sans avoir quoi que ce soit contre qui que ce soit. Quand chaque fois le peuple se dit « c'est elle qui est mon sauveur », il se trompe. C'est le peuple même qui détient la souveraineté et qui a le pouvoir d'imposer vraiment le rythme, d'imposer aux acteurs politiques le chemin de son bonheur. Et donc, c'est dommage, tout ce qu'on entend sur les médias autour de la C14,
Dommage parce que on dirait que ils ont laissé leur ego, le désir de leadership, des non-dits, des réalités cachées que le peuple n'a pas nécessairement eu connaissance, dont le peuple n'a pas nécessairement eu connaissance, et qu'aujourd'hui tout cela rejaillit comme des situations malheureuses. Bon, mais je suis chrétien et je crois profondément que tout est grâce et que quelquefois nous en faisons trop par rapport à la dislocation de la C14. Personnellement, je crois qu'il faut constater et avancer parce que le peuple togolais, sa vie, son présent et son avenir ne se résument pas dans la C14. Et nous autres, on nous a qualifiés comme une société civile de la C14. Les gens ont fait, en forçant à tout prix du père Afognon, un membre de la C14, ce qui n'est pas le cas, et heureusement d'ailleurs. Donc nous sommes de ceux qui ont dit très tôt, soyons vigilants à travers la veille citoyenne et allons vers les populations à travers l'éveil citoyen. Et que c'est cette mobilisation citoyenne qui va vraiment permettre au Togo de se relever et de ne pas être victime de ces jeux de politique politicienne entre des acteurs politiques dont finalement, nous ne connaissons pas les vrais enjeux, les vrais intérêts. Et nous avons dit aussi qu'il serait bien, quand il y avait encore la facilitation de la CEDEAO, que la société civile soit là, simplement comme une entité qui observe, afin de pouvoir relayer l'information juste des discussions au sein de la population. Nous n'avons jamais été acceptés. Ceux qui étaient de l'opposition nous ont fait comprendre que la société civile au Togo est bipolarisée, et de l'autre côté il y avait aussi d'autres sons de cloche. Et quand on a rencontré les membres du comité de suivi et qu'on a posé clairement cette doléance, il nous a été dit qu'ils vont contacter les acteurs, nous revenir, mais on n'a jamais eu de retour. Il y a ici la preuve que chaque fois que des citoyens et citoyennes abandonnent leur pays entre les mains de façon exclusive des politiques ou du politique, on finit par vivre des déceptions, des situations douloureuses. Une fois encore, avançons. Le Togo et sa survie et sa vie même n'est pas subordonnée à quelque parti politique que ce soit. La souveraineté est au peuple et le peuple, c'est chaque citoyen et citoyenne. La balle est dans nos camps en tant que population, vaillante population togolaise. Merci mon père, merci père Pierre-Marie Charnel. On va marquer une pause, on va revenir et toujours sur la situation de la C14. On va également parler de l'annonce de retour de l'ancien ministre de l'Intérieur, je vais parler de François Bokor. Cette annonce fait débat actuellement dans l'opinion. On va revenir sur cette question et vous allez nous répondre à nos questions à ce sujet. On marque une pause et on se retrouve dans quelques secondes.